Aux années 90, ici, plein de poissons. Même ici qu'on a maintenant, je peux pêcher même 200 kilos moi-même seul. Et maintenant, même pas 15 kilos, je ne peux pas trouver. Il y a plein de pêcheurs maintenant, il y a la mer, il y a beaucoup de corail qui est mort, il y a l'arbre qui n'est pas, il y a beaucoup de choses. Mayotte, cette petite île de l'océan Indien, est devenue département français en 2011. Dotée d'un des plus beaux lagons au monde, les récifs coralliens abritent une vie sous-marine d'une incroyable richesse. Je m'appelle Franck et je vis à La Réunion, l'île voisine. La mer me fascine depuis ma plus jeune enfance et Mayotte fait partie de ces joyaux où le monde sous-marin est exceptionnel. Mon dernier voyage sur cette terre de l'archipel des Comores remonte à 15 ans. À cette période, le lagon avait été détruit à 80% suite à un réchauffement anormal de la température de l'eau. Aujourd'hui, me voici de retour pour faire un état des lieux de la situation, en sachant que la population s'est multipliée par 3 et que les pressions humaines se sont développées d'autant. Mon aventure commence à Mamoudzou, le chef-lieu de Mayotte. J'ai rendez-vous avec Colère, un agent du parc marin. Il anime une sortie scolaire et m'a convié à le rejoindre. Pour lui, la première action à mener est de sensibiliser les jeunes à la préservation de leur écosystème marin. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Certains ne sont jamais montés sur un bateau et vont découvrir pour la première fois leur récif corallien. Si vous vous sentez pas bien, si vous avez mal au cœur, c'est normal, d'accord? Ça peut arriver à tout le monde. On est sur un bateau, vous pouvez avoir le mal de mer. Hein? Vous le dites, on remonte ici, on prend un petit peu d'air, on boit un petit peu d'eau, d'accord? Et ça ira beaucoup mieux. Alors, petite question au sujet des coraux, les enfants. Est-ce que le corail, c'est une plante ou est-ce que c'est un animal? Un animal. Et est-ce que vous savez pourquoi les coraux, ils ont toutes ces couleurs? Est-ce que vous avez une idée un petit peu pourquoi toutes ces jolies couleurs? Vous avez vu, on a du vert, on a du bleu, on a du jaune, du marron. C'est la nature qui l'a créé. C'est la nature qui l'a créé. C'est très joli, c'est très mignon. Le petit animal, donc le polype, à l'intérieur de ses tissus, il a ce qu'on appelle des algues. On les appelle les zooxanthelles. D'accord? C'est plein d'algues. Et ces algues, elles ont des petits pigments fluorescents. Et avec le soleil, ça fait ressortir toutes ces jolies couleurs que vous avez là. D'accord? Donc ce sont les algues plus le soleil qui vous donnent toutes ces jolies couleurs. Le corail et son algue associée constituent un équilibre parfait. Depuis 400 millions d'années, génération après génération, centimètre par centimètre, ces minuscules animaux ont réussi à construire un des plus grands lagons au monde sur 160 km de long. Ici, plus de 2300 espèces marines vivent en interrelation les unes avec les autres. Seule condition pour que le corail garde sa vitalité, de l'eau claire, peu polluée et une température idéale entre 20 et 30 degrés Celsius. Donc là, nous sommes sur le récif de la Passanès et en dessous, vous allez pouvoir voir les différentes espèces de coraux. Alors les autres, qu'est-ce qui a pu casser tous ces petits morceaux de coraux qui sont cassés? Donc, monsieur, jeune homme. Quand on jette l'encre, et ben, si ça touche un coraux, ça peut le faire mourir. D'autres éléments de réponse, oui. Les pêcheurs. Les pêcheurs, les ancres, les palmes des plongeurs sont principalement pointés du doigt. Mais ce ne sont certainement pas les seules raisons qui mettent le corail en péril. Car ce phénomène n'est pas spécifique à Mayotte. La communauté scientifique annoncerait la disparition de la grande barrière de corail d'Australie à l'horizon 2060. À son niveau, Colère est inquiet pour son île. Oui, je suis inquiet parce que c'est notre trésor.
C'est un milieu où il y a beaucoup d'activités qui se développent. C'est le cœur de notre économie. Le fait que le lagon se dégrade, le fait que la biodiversité marine se dégrade, c'est toute une chaîne d'activités qui va disparaître après, c'est toute une chaîne d'économie qui va disparaître. Et ça sera dommage pour l'île. Étant donné que les pêcheurs sont les premiers incriminés, ce sont les premiers que je rencontrerai. Sont-ils vraiment fautifs et quel est leur impact sur le corail ? Ces hommes me racontent qu'il y a 10 ans, ils allaient pêcher à la rame sur leurs pirogues pour nourrir leur famille. Aujourd'hui, les petites pirogues ne sortent plus guère, car pour rapporter du poisson, il faut aller de plus en plus loin. Depuis les années 80, les embarcations ont évolué. La commercialisation du poisson a explosé et les captures quadruplé. Le principal fautif dans la destruction du corail, c'est le filet, qui racle sur le fond et qui détruit tout sur son passage. J'ai rendez-vous avec Assouman, pêcheur de père en fils. Face à ce problème, Assouman, sous la tutelle du parc marin, travaille pour mettre en place une nouvelle façon de pêcher. L'objectif est de récolter du poisson pélagique, ces poissons qui nagent en pleine eau grâce à un nouveau filet. Ici à Mayotte, le poisson de récif, il n'y a pas beaucoup. Le poisson qui reste, c'est le poisson pélagique qu'il y a beaucoup maintenant, parce qu'il n'y a aucune personne qui pêchait ça. Donc c'est moi qui ai créé les moyens qu'il faut commencer à pêcher les poissons pélagiques, parce qu'il y a plein, par rapport aux poissons de corail, il n'y a pas beaucoup. Ils sont presque finis. Cette technique se pratique la nuit, avec une lampe pour attirer le poisson. Les moyens étant faibles, il faut être ingénieux et savoir se bricoler avec les moyens du bord, un éclairage de fortune. Oui, il n'allume pas, je ne sais pas ce qui se passe, mais normalement, ce n'est pas la batterie. Qu'est-ce qui se passe là? Ça fait un peu longtemps qu'il n'a pas utilisé, donc ils sont brouillés un petit peu, je crois. Hein. Ça ne regarde Attends. Il y a le Hein? Ça ne regarde pas. Non, à côté de ça, il est allumé, je crois, mais il y a le soleil. Voilà. Durant le trajet, je comprends que le parc marin de Mayotte a financé des techniques expérimentales comme cette pêche à la Seine. Je ressens de l'amertume dans la voix d'Assouman. Il est soucieux. Tu vois ici, il y a plein de tortues quand tu passes. Maintenant, tu ne vois pas parce qu'ils cherchent à manger, il n'y a pas. Il n'y a pas l'arbre qui mange, donc il ne vient pas. Même le gongo, ici, il y a plein avant. Tu passes beaucoup, il y a toujours. Maintenant, tu ne vois rien. Donc même les poissons, il n'y a pas comme avant. Nous, avant, peut-être on a 6 bateaux. Maintenant, il y a peut-être 50 bateaux. Donc c'est ça que moi, je choisis pour changer le métier, que je fais les scènes. Parce qu'ici, il n'y a pas personne qui fait les scènes. Donc c'est moi qui commence à faire les scènes. Cette pêche consiste à déployer un filet en cercle sur la surface de l'eau. J'observe les gestes d'Assouman. Plus tard dans la nuit, après quelques heures d'attente, il pourra ramasser son butin. Donc tu vois le poisson, s'il est en surface, tu fais le tour et après tu tires la corde, il va fermer en bas et puis tu récupères le poisson. Mais nous, les pêches qu'on fait avant, tous les pêcheurs, ils pêchent le filet qui fait à peu près 5 mètres, 6 mètres, 3 mètres.
qui touche en terre. Parce que le poisson de récif reste sur le côté des corails et tout ça. Donc c'est ça le projet qu'on va modifier pour faire les filets comme ça. Pourquoi tu veux le protéger, ce corail? Bon, pour moi, c'est pour moi-même et pour mes enfants et pour les autres qui viennent. Parce que moi, maintenant, je vis. Et peut-être demain, mes enfants ils besoin aussi pour venir pêcher s'il n'y a rien. Donc, il faut les protéger, le corail, pour nous. Parce que si les gens qui sont au bureau, chaque mois, ils gagnent sa salaire. Mais nous, les pêcheurs, s'il n'y a pas de poisson, comment on vit? Assouman est convaincu que l'on peut évoluer avec son temps et trouver des solutions moins néfastes pour l'environnement. Mais la technique doit encore être améliorée. Lors de ma présence, le filet s'est emmêlé. Il a fallu le remettre à l'eau. C'est ça le difficile que nous on a par rapport à la métropole. Il y a les machines qui tirent. Mais nous, il faut tirer à la main. On ne pêche pas beaucoup, donc le pêcheur ne s'intéresse pas. Donc il faut faire une chose qui est bien, que le pêcheur ça va intéresser pour qu'il comprenne qu'il peut le faire sur son bateau, il peut tirer à la main, il peut gagner le poisson. Mais s'il est lourd, le pêcheur ça ne va intéresser pas. Ah, c'est bon là. Ouh. C'est bon pour ce soir? C'est bon pour aujourd'hui. Peut-être on va essayer d'autres endroits encore. Mais maintenant pour aujourd'hui, il n'y a pas de poisson. On ne voit pas le poisson aujourd'hui. À Mayotte, la pêche n'est pas qu'une affaire d'hommes. Les femmes aussi pratiquent une pêche traditionnelle, comme cette pêche au djarifa, un voile de coton qui permet de ramasser les petits poissons à pied. Mais avec la diminution de la quantité de poissons, est-il encore possible de préserver ces pêches ancestrales ? Taombati est une femme très impliquée dans la défense des cultures traditionnelles à Mayotte. Oui, on va passer un bon moment aujourd'hui avec le mariage maoré traditionnel. Surtout à Mahabatel, veut qu'on le transforme en la tradition très ancienne, parce que ça ne se fait pas. Hein. Tout le monde veut la coiffure de maintenant, quoi. La cérémonie de mariage se prépare. Selon la tradition millénaire, la mariée va recevoir son premier mzinzano, son premier masque de beauté, confectionné à l'aide d'une pierre de corail. Aujourd'hui, ce sont jours de mariage. La Taombati, je veux personne qui va me préparer cette voix, qui va me préparer à la tradition. À Mayotte, comme le veut la coutume, tous les villageois sont invités à partager ce moment de joie. Taombati verse un peu d'eau sur sa pierre de corail. La préparation commence. Ça fait une pâte lisse et on le pose sur le visage et ça fait un masque de beauté. Et ça sent très bon. Un masque ça nettoie la peau, ça purifie les boutons et ça fait la peau douce. Ça protège du soleil aussi. Mais c'est une pierre de corail qui est sculptée, non? Oui, on l'a sculpté, mais c'est un artisan qui l'a fait comme ça. Les artisans, ils allaient dans le lagon, pendant la marée basse, ils cassaient les corails. Après, ils amenaient à la maison pour le tailler jusqu'à faire une table comme ça. La récolte du corail n'est plus acceptée aujourd'hui.
Mais la pratique est tolérée. Une alternative reste à trouver entre le parc marin et les Mahoraises pour qu'elles puissent poursuivre leurs usages. Et puis il y a beaucoup de sortes de msinzano. Il y a msinzano kumungumungu, il y a msinzano vililamrama, il y a msinzano qu'on met tout comme ça, il y a msinzano pour dormir le soir, pour exciter le mari, parce que ça sent bon. Voilà. La mariée est maquillée comme une princesse des 1001 nuits. Aînée et collier en or, masque de beauté et parfum, elle est prête. Vous, Tambati, vous êtes issu d'une famille de pêcheurs, non? Oui, je suis responsable de pêche au Jarifa. Mais tellement on nous a interdit, finalement, tous les gens ne pêchent plus. Il y en a qui ont de l'argent, qui peuvent acheter leurs poissons. Il y en a qui ne peuvent pas. Il faut qu'il aille à la pêche. Il y a beaucoup d'enfants, par exemple, qui n'ont pas de salaire, qui n'ont pas de mari, par exemple. Il est obligé d'aller pêcher. Et le poisson, des fois, il y en a à 7 € le kilo. Il y en a à 12 € le kilo. La vie est très, très chère. Donc, je ne sais pas comment. On vit comme ça, mais les interdictions, ils sont trop. Avec la création du parc marin, les traditions qui rythment la vie quotidienne doivent s'organiser différemment. La pêche au Jarifa a été limitée et les femmes peuvent sentir une frustration. Je décide de me rendre au bureau du parc marin afin de mieux comprendre la situation. C'est Alexandra Gigou, chargée de mission patrimoine naturel, qui me reçoit. On sait que les choses qu'on met en place, les mesures de protection, les réserves et tout ça, c'est compliqué à faire accepter et qu'on est encore loin d'avoir fait le travail de sensibilisation qu'il faut auprès de la population. Enfin, ça, c'est un challenge de tous les instants parce qu'on sait très bien que la population à Mayotte a d'autres priorités. Tu penses que l'avenir peut être quand même positif quelque part? La crainte, c'est l'augmentation des pressions qui va toujours plus loin, quoi. Et c'est vrai qu'en termes de gestion, quand on fait un suivi des récifs et qu'on voit ça va mal, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? À part mettre en réserve, éviter que les gens viennent et rajoutent du piétinement, des choses comme ça. Concrètement, en tant que gestionnaire, on a peu de billes, quoi, au niveau purement marin, quoi. Puisque souvent, les dégradations qu'on observe sur les récifs, elles viennent de l'envasement, elles viennent de choses beaucoup plus globales que ce sur quoi on peut agir directement. Alexandra évoque l'érosion des sols, ou sans doute la pollution. Il est temps de porter mon attention sur ces impacts et leurs effets sur le corail. Carrefour des cultures africaines, orientales et européennes, Mayotte doit faire face à une incroyable explosion démographique. En 17 ans, la population s'est multipliée par 3. Me voici de retour dans le chef-lieu. Ici, l'explosion urbaine laisse présager de nombreuses difficultés en termes de pollution. Je suis attendu par une équipe d'hydrogéologues. Leur avis m'intéresse. Anil Akbarali travaille à l'ADEAL et Rémi Coulon au BRGM de Mayotte. Ces deux hommes consacrent en partie leur carrière à l'étude des rivières. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire exactement ? Là, en fait, on mesure la qualité on fait des prélèvements pour pouvoir mesurer en fait la qualité du cours d'eau, savoir s'il est en bon état biologique ou pas. Ce qu'on peut voir déjà ici, et puis après on peut voir également encore plus à l'aval au niveau des mangroves, c'est qu'on a beaucoup de déchets dans l'eau. On a beaucoup de macro-déchets comme là, le radeau qu'on peut voir, mais également à d'autres endroits. Et puis on peut également voir des particules plus fines dans la rivière. On voit que la rivière est assez trouble, elle n'est pas très claire, c'est pas de l'eau de source
très clair. Et on voit une couleur un peu blanchâtre là, dans le cours d'eau. C'est des pratiques qui n'ont plus lieu dans d'autres territoires, qui sont des lavages en rivière, parce que la population n'a pas forcément les moyens ou d'autres alternatives pour laver leur linge. Donc effectivement, on a des problématiques qui sont encore, peut-être, on pourrait dire, d'une autre époque à Mayotte. Malgré la départementalisation récente, la moitié de la population possède un niveau de vie très bas, bien loin de la vie européenne, avec des infrastructures très insuffisantes. À Mayotte, faute de tout à l'égout, il y a le tout au lagon. C'est important de surveiller les cours d'eau ici, ici ou en général, parce que c'est quand même le milieu, un milieu naturel. C'est l'échelon zéro de la biodiversité. Qui dit plus en plus de pollution, dit de moins en moins de coraux, c'est évident, quoi. La particularité qu'on a à Mayotte, c'est qu'on a un lagon qui est fermé. Donc tous les cours d'eau arrivent dans ce lagon n'arrivent pas en pleine mer. Donc on peut avoir un phénomène aussi de confinement à l'intérieur du lagon. Donc effectivement, c'est à mon avis aussi un milieu qui est encore plus fragile. Les rivières viennent déverser dans le lagon une eau douce chargée en matière en suspension. Et rappelons que les coraux ont besoin d'une qualité d'eau irréprochable pour leur survie. Lors des fortes pluies, le phénomène s'accentue. Cette eau pollue le milieu et contribue à asphyxier les coraux jusqu'à les anéantir. C'est une pression en plus. Anil et Rémi me conduisent à l'embouchure de la rivière, car les problèmes de pollution ne s'arrêtent pas là. En métropole, on est surtout sur de la mise aux normes de stations d'épuration. Ici, on est sur de la création carrément de stations d'épuration. On est encore une fois au tout début Et donc, si on est sur de la création de stations d'épuration, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses en termes d'assainissement. Il y a une grosse station d'épuration. Je touche du doigt un problème qui dépasse mes recherches sur le corail. C'est la santé des hommes qui est concernée. Les lacunes dans le système d'épuration de l'eau stagnent. Les risques de maladies liés à la baignade se multiplient. C'est vrai, quand on arrive et qu'on voit ça, on peut se dire que c'est un petit peu désespérant. Nous qui arrivons de métropole depuis quelques années, on voit une grosse différence avec ce qu'on peut voir en France. Alors toi, tu es arrivé encore plus récemment sur le territoire. Moi, je suis là depuis 2005. Et j'ai vu des plages, mais c'était une plage de déchets. Des charges non conformes et saturées. Déchets entreposés le long des routes ou dans les mangroves. Le constat est indéniable. La route semble encore longue, avant que Mayotte ait rempli ses obligations, au même titre que les autres départements français. On est obligé d'appliquer les directives européennes, et les directives européennes nous disent que c'est un bon état écologique et chimique à l'horizon 2021. Voilà, il y a toute cette démarche qui est en cours, qui a un coût aussi, estimé à près de 800 millions d'euros, ce qui va être relativement pas facile. Récolter 800 millions d'euros pour résoudre la problématique de l'assainissement, cela me semble peine perdue. Parmi les lieux les plus pollués de Mayotte, le port de Mamoudzou, là où le va-et-vient des bateaux est incessant. J'ai eu écho qu'il y avait des coraux sous ce ponton construit il y a à peine 4 ans. Je me jette à l'eau. À ma grande surprise, les coraux arrivent à pousser et à coloniser les flotteurs. On me racontera que certains d'entre eux ont dû être enlevés, car ils alourdissaient trop le ponton.
D'autres ont été suspendus afin d'intégrer un projet de transplantation. Cet acropore de 40 cm aurait poussé de 10 cm par an. Y aurait-il un espoir d'adaptation de ces animaux face à la pollution ? Je garde cette question dans un coin de ma tête. À présent, je poursuis mes recherches sur l'envasement, un autre ennemi du corail. Il s'agit des rejets de terre entraînés par les fortes pluies. Comme sur les Pazzas de Dapani, nombreuses sont ces terres où l'herbe ne pousse plus. Un phénomène naturel qui s'accentue avec l'agriculture grandissante. Et à chaque saison des pluies, la terre ocre rejoint la mer sans aucune retenue. Cette dégradation des terres va de pair avec l'extension des villages qui grandissent les pentes de façon anarchique. Alors là, on est un peu sur les hauteurs de Kaweni, dans la pente de la convalescence. Donc c'est un quartier de Mamoudzou très urbanisé avec plein d'habitations organisées de bangas en tôle et qui peuvent poser problème pour l'érosion. La majorité des villages est située le long des côtes, ce qui, cumulé à l'érosion naturelle, accroît considérablement la pression sur le littoral marin. Une problématique que Giovanni Lorette, chargé des risques naturels, et que Manuel Parizeau, chef de projet au BRGM de Mayotte, connaissent bien. Ici, on illustre bien la problématique anthropique, donc l'érosion qui est liée à l'urbanisation et à la forte pression démographique à Mayotte. Comment ça se passe ici quand il y a beaucoup de pluie? Comment ça se passe? Ici, il y a des difficultés, quoi. En plus, il y a de la boue, les enfants n'arrivent pas à passer. C'est très glissant. En plus, il y a de l'eau qui coule là. En plus, les eaux entrent dans les maisons. Quand il y a la pluie, ça nous empêche d'aller à l'école. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin à passer. Ouais, comme tu peux le constater, tu n'as aucun canot de collecte des eaux pluviales. Donc à la première grosse pluie, tout va circuler entre les bangas ici, va déplacer tout ce qui n'est pas stabilisé du fait des plantations de bananes ou du passage des gens. Il y a quand même beaucoup de monde qui vit ici. Évidemment, tout ce qui va ruisseler dans toutes ces mini-ravines artificielles et qui ne sont pas maçonnées, donc qui vont de plus en plus se creuser, va terminer dans le cours d'eau naturel de Kaweni-la-Jolie qui circule en bas, et au final dans la mangrove, puis dans le lagon qui est juste derrière nous. Rappelons que la vase fait partie des premiers ennemis du corail. Elle paralyse les échanges respiratoires du polype et de sa microalgue. Une plongée s'impose. J'ai besoin d'aller voir. Le milieu est sombre, sans vie. Les fines particules de terre sont venues recouvrir les colonies coralliennes de ces récifs côtiers. Les traces de vie que je rencontre sont celles laissées par l'homme. J'insiste, et à ma grande surprise, je finis par trouver de la vie. Quelques colonies coralliennes, des poissons demoiselles et même des jeunes pousses de corail. Comment le corail arrive-t-il à se réimplanter dans un lieu aussi hostile? Cette question que je m'étais déjà posée dans le port de Mamoudzou revient alors. S'il y a une personne qui peut m'aider, c'est Alexandra, la scientifique du parc marin, car une étude vient juste d'être publiée sur les récifs rangeants de Mayotte, ces récifs coralliens qui bordent le littoral. On suit la totalité des récifs rangeants autour de Grande-Terre et des îlots. Donc cette étude, c'est une étude qui a été reproduite à plusieurs reprises, en 89, en 97, en 2004. Et donc là, on l'a réitérée pour justement avoir une idée de l'état de santé des récifs de Mayotte, vraiment à grande échelle. Et c'est vrai que ce suivi-là était très trompeur parce qu'on avait justement
une augmentation de la vitalité corallienne. Et on s'est dit, mais il y a un problème, ça se dégrade de plus en plus, il y a de plus en plus de pression humaine sur le littoral, on voit bien que ça s'envase. Et pourtant, les coraux ont augmenté, la couverture a augmenté, c'est bizarre. Mais comment se fait-il qu'ils ont mieux résisté ? Alors ça s'explique que les coraux qui sont donc tout autour de Grande Terre sont bien plus exposés aux pressions anthropiques, donc à la pression de l'homme, toutes les pollutions qui arrivent sur la côte. Et donc ce sont des espèces, on va dire, plus robustes et plus résistantes. Et c'est cette, on va dire, acclimatation à la perturbation qui fait que ce sont des espèces plus résistantes. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que oui, ça a augmenté, mais qu'on a perdu en diversité. Les récifs rangeants de cette île auraient réussi à s'adapter à la pression humaine. Mais à Mayotte, on trouve un second récif, un récif dit barrière, plus au large, qui s'étend sur 160 km de long. C'est cette barrière récifale qui m'intéresse à présent. Loin de la côte, de la vase et de la pollution, cette barrière est soumise à des pressions plus globales, comme celle du réchauffement climatique. En 1998, lors du phénomène El Niño, les eaux de surface de Mayotte s'étaient réchauffées, entraînant un stress pour le corail. Les polypes, démunis de leurs algues, perdent leur couleur et se trouvent sans protection. Si la température ne baisse pas, le corail est alors exposé à la mort. À Mayotte, le blanchissement corallien de 1998 a détruit 80% des coraux du récif barrière. Donc pour la plongée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à l'eau à l'extérieur de la barrière, sur une anse. Ça fait une petite anse à l'extérieur. C'est pas super. Olivier est un des plus anciens moniteurs de plongée à Mayotte. C'est lui qui va m'emmener plonger sur ce récif barrière. Il y a des petites murènes, il y a un beau banc de macolorniguère qui est sur le dessus. Ça fait vraiment une boule assez compacte de poissons, des poissons noirs. Au niveau des temps de plongée, on va limiter la plongée à 75 minutes. C'est pas très limitant, ça va. Donc 75 minutes ou 30 bars mini dans le bloc quand on fait surface. Ok ? Ça va ? C'est tout bon pour vous ? Eh ben ma foi, je vous invite à rejoindre le bateau. Et ici, c'est quand même au niveau de la biodiversité du récif surtout. Au niveau des variétés de coraux, c'est très impressionnant, au niveau des gorgones et aussi toute la petite faune qui vit là-dedans. Enfin, moi, ce qui me bluffe, c'est les nudibranches par exemple. Il y en a excessivement beaucoup ici. Et au bout de 9 ans, je retrouve encore des que j'ai jamais vus. Ce qui m'intéresse à présent, c'est de plonger sur un site où les coraux avaient pratiquement tous disparu en 1998. C'est vrai que ça fait mal au cœur quand on est reparti plonger dessus, on a un peu abandonné le site. Et là on y retourne et on constate avec plaisir que les endroits qui ont souffert repoussent très très bien. Ouais. Donc en fait, pour moi, le corail se porte très bien ici à Mayotte. Donc c'est plutôt positif ce que j'arrive à voir au niveau du corail. Ouais. 3, 2, 1, go! Ces coraux, qui étaient morts en 1998, semblent avoir retrouvé leur vitalité 15 ans après. Ces animaux auraient ainsi de véritables capacités à se régénérer. Un beau signe d'espoir. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises. En fin de plongée, des colonies coralliennes sont retournées. Quelle force a bien pu casser ces madrépores de plus de 50 kilos ? Madame, monsieur, bonsoir.
Comme vous vous en doutez, l'essentiel de ce journal sera consacré au passage à proximité de notre île du cyclone Gafilo. Mayotte reste en alerte orange car la menace n'est pas totalement écartée. Mayotte a subi donc de plein fouet les effets du cyclone, même s'il est passé à plus de 300 km de nos côtes. Témoignage de la violence des vents, cet arbre déraciné qui s'est écrasé sur une voiture devant la poste de Kaweni et les bateaux de plaisance qui ont souffert des intempéries. Plusieurs bateaux ont été entièrement détruits. L'influence des tempêtes, des cyclones et du réchauffement climatique au fil du temps, c'est ce qu'étudie Éric Châteauminois du BRGM de La Réunion. Sa principale préoccupation, la barrière de corail, en termes de protection du littoral contre les fortes houles. Là, les coraux jouent un rôle important dans un cas comme celui-ci? Oui, la barrière récifale, en fait, elle rend, c'est ce qu'on appelle un service écosystémique. Elle rend un service parce qu'elles atténuent les houles du large. Et on ne s'en rend pas compte, mais si elle n'était pas là, cette barrière, le littoral de Mayotte serait totalement différent. On sait que dans le siècle qui arrive, on va avoir une élévation du niveau marin d'à peu près 60 cm à même plus, peut-être 1 mètre. Qui dit plus d'eau au-dessus des barrières, dit plus d'énergie qui va arriver du large jusqu'au littoral. Et à ce titre-là, il est très important de conserver une barrière en bon état de vitalité qui puisse, autant que faire se peut, accompagner cette élévation du niveau marin pour qu'on puisse conserver ce service-là que nous rend la barrière. Un service de rempart face aux fortes houles. Une muraille vivante qui joue le rôle de brise-lames et qui casse les vagues venant du large. Lors de fortes intempéries, le récif barrière est le premier touché. Imaginons que cette barrière naturelle soit détruite. L'énergie des vagues pénétrerait plus loin dans le lagon, jusqu'au littoral, entraînant avec elle une forte érosion de la côte. Et la particularité de Mayotte, c'est qu'on a très peu de données mesurées en fait, sur ces cyclones historiques. Donc il n'y a pas de houlographe, il n'y a pas d'appareil dans le canal du Mozambique qui permettent de mesurer les houles. Ces informations, en fait, elles existent. Ce sont les anciens en fait, qui connaissent, qui savent ce qui s'est passé dans les anciens cyclones. On a lancé une mission un peu d'enquête pour essayer d'interroger la mémoire collective. Et là, on va voir justement Monsieur Bakary de Chiconi qui a vécu plusieurs cyclones historiques. Et l'eau arrivait jusque là, jusqu'à l'arbre là. Jusqu'au Fruapé là? Jusqu'au Fruapé là. Et là-bas, jusque là-bas, parce que là, il n'y avait pas de maison. Les vagues tapaient là. D'accord. Ils tapaient là, toutes les maisons qui étaient à côté. Et d'après vous, quelle taille faisaient les vagues à peu près De là-bas, 5 à 6 mètres. Hein. Ah bon? Ce sont de grosses vagues, je te jure. La nature nous a protégés, mais nous l'avons détruit. Ah bon? Ah oui, nous avons détruit la nature. Notre protection, c'était la nature. C'était les mangroves, c'était les roches. Vous voyez? C'était les rivages. Parce qu'il y avait on n'avait pas détruit les coraux. Rendez compte s'il y a des grosses vagues comme ici, là. Est-ce que les murs qui sont là-bas, ils peuvent tenir quelque chose? Moi, je ne crois pas. Hein. Ben, on voit par exemple ici, on a une placette, la place des Sages, qui est posée sur pilotis, et les pilotis sont posés directement sur la plage. Si demain on a une érosion forte de cette plage, les pylônes peuvent être déchaussés et poser des problèmes de tenue de la structure. Là où il y a la pirogue, là. Non, non, il y avait une habitation là, mais c'est rongé petit à petit. Hein. C'est pris par les vagues petit à petit. Hein. Mais ici, quand même, c'était pas... Mais les gros dégâts quand il y a le vague. Vous m'avez dit qu'il n'y a pas de vague.
Yannick Stéphan est un amoureux de la nature. Il a trouvé sa vocation en emmenant les touristes sur la barrière de corail. Depuis 10 ans, il a observé une dégradation de l'écosystème marin. Afin de ravir au mieux les novices en la matière, il a dû s'adapter en proposant des sorties de nuit. Ah non, c'est bon. Ouais, c'est bon, hein, Pierre. Et donc là, après, on va se poser sur un îlot, mais c'est un îlot qui découvre de toute façon que à marée basse. Donc nous, on va se poser dessus, il a déjà commencé à se découvrir, et puis dans 2 heures à peu près, on partira marcher. Bon, hein, c'est bon, hein, vous avez tous des chaussures, pas des tongs, hein, que ça tienne aux pieds, ça peut être des chaussures ouvertes, mais... À marée basse, après le coucher du soleil, certains animaux cachés dans les anfractuosités du récif sortent pour chasser, alors que d'autres dorment et se laissent approcher. Alors forcément, on aura un petit dérangement sur les animaux, mais le but c'est que demain vous ayez plus envie de manger de calamars, de poulpes. Alors du coup, moi je suis parti sans mes chaussures, donc j'ai découpé mes palmes. Voilà, tout à l'heure, j'ai découpé mes palmes dans le bateau. Donc lui, il chasse la nuit, il mange des crevettes. Des crevettes, des petits poissons, hein, parce que la nuit, voilà, je l'ai un peu stressé pour essayer de l'attraper pour vous le montrer, mais sinon la nuit, si on éclaire, les petits poissons vont venir et lui, il est capable d'attraper les poissons devant la lampe. Après, il faut y passer du temps, quoi. Il faut savoir qu'à Mayotte, le récif corallien, il pousse en s'étalant, puisque à chaque fois qu'il sort de l'eau, il meurt. Donc on a des platiers immenses. Je crois qu'au niveau de la Passe-en-Esse, on ne doit pas être loin des 3 km de large au niveau de la barrière. Mais toute cette partie-là, c'est normal. Elle sort de l'eau, elle meurt, elle s'érode. On se retrouve avec des bancs de sable, avec des herbiers, avec une partie qui, la journée, tout le monde dit, bah voilà, c'est mort, voilà. Mais la nuit, c'est du gruyère. C'est je ne sais pas combien de mètres de corail mort, avec plein de bêtes qui sortent la nuit. On ne sait pas d'où elles sortent, parce qu'elles sont là, la journée, on ne les voit pas. Et c'est que du gravillon ou du sable. Et là, il y a des animaux qui se promènent. On voit que les poissons disparaissent. Maintenant, les coraux, bah voilà, on sait que ça disparaît, mais on ne sait pas si c'est la chaleur, si c'est la terre qui arrive dessus, si c'est la pollution. C'est plus délicat, les coraux, en fait. Lui, il est adulte, hein. Ah ouais? Ouais. C'est pas les mêmes poulpes qu'on trouve la journée, en fait. C'est un petit poulpe tacheté. Vous voyez, les ventouses, hein, on n'a rien inventé. Hein. Tout ce qu'on a dans les salles de bain, ça vient des poulpes. Ah ouais? C'est Paul le poulpe. Et tu vois, en faisant ça, voilà, même si c'est un dérangement, je me dis qu'après c'est quand même plus dur quand tu veux en manger un, quand tu as joué avec, quoi. J'ai du mal à en parler, moi je me bagarre depuis 12 ans à mon échelle. Voilà, l'autre jour on m'a dit mais qu'est-ce que t'as fait? Bah, c'est vrai, effectivement, je fais rien. Je rouspète à toutes les réunions, je peux rouspéter. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? On s'aperçoit qu'on détruit tout sur la planète, les humains, et voilà, il y a trop un rapport à l'argent de toute façon chez les humains, et toi à ton échelle tu t'en aperçois, qu'est-ce que tu peux faire? Ce que l'on peut faire? Bonne question. C'est un travail de longue haleine qui ne se résoudra pas en un jour et sans moyens. Mon périple s'achève bientôt. Je ne peux pas quitter Mayotte sans rencontrer Alban Jamon, un ami de longue date. Alban est scientifique.
Il anime aujourd'hui une formation Rifchek sur les récifs coralliens. Un petit récapitulatif. Bon. Après quelques explications, ces jeunes plongeurs bénévoles sauront différencier les coraux en bonne santé des coraux malades, selon un protocole international. Leur résultat viendra alimenter une banque mondiale sur les récifs coralliens. Coup de palme, par exemple, vous voyez le corail qui s'est fait casser là. Et puis vous avez les déchets à distinguer entre la pêche et autres. Blanchissement, il faudra juger sur le site à la fin de ce que vous avez vu, à l'échelle du site, ou à l'échelle de sac transect, ce serait mieux, si vous y arrivez. Vous faites vos 20 mètres, et puis vous vous dites, est-ce qu'on a vu beaucoup de corail blanchi ou pas? Voilà les sentinelles du patrimoine corallien de l'île. C'est grâce à des données de ce type, à travers le monde, qu'on arrive à jauger justement si on est des bons ou des mauvais gestionnaires ou conservateurs de notre patrimoine. Je me suis dit, pourquoi pas moi, de protéger, apprendre à protéger le lago, et en même temps entrer chez moi et parler à ma famille, comment lui raconter un autre monde qu'eux ils ne connaissent pas. Les poissons justement qui font la beauté de l'île, de plus en plus ils disparaissent et voilà, ça reste quand même un souci. Donc elle est très importante cette mission pour moi, je pense pour Mayotte et pour l'ensemble de la planète. Les jeunes s'attellent à faire leur séance annuelle de Rifchek. Ils participent ainsi à la protection de leur patrimoine marin et contribuent à la surveillance de l'état de santé de leurs récifs coralliens. Suite à cette journée, ils feront partie des milliers d'éco-volontaires que compte aujourd'hui la planète. Mais Alban, c'est avant tout un scientifique qui travaille avec le parc marin et un ensemble d'experts en milieu récifal. Une étude menée sur plusieurs mois vient de révéler des résultats sur l'avenir du corail à Mayotte. Là, on a fait une étude sur tout le côtier à Mayotte, donc on a fait à peu près 5600 points de relevés tous les 20 à 50 mètres sur les 265 km de côte à peu près, on va dire. Et les résultats sont très parlants. Et c'est quoi les résultats? Les résultats, en gros, c'est que tu as un récif barrière qui a des espèces sensibles et qui va subir en premier les effets du blanchissement avec un taux de mortalité très élevé et un temps de régénération qui est relativement élevé aussi, de l'ordre de 10 à 15 ans. Alors qu'on a des récifs côtiers qui sont beaucoup plus résistants, donc on suppose qu'ils ont développé des résistances, si on peut parler comme ça, suite au fait qu'ils sont confrontés beaucoup plus souvent aux pressions humaines terrestres. Et donc en fait, on suppose, c'est un stade d'hypothèse, qu'il y a eu un shift de dépeuplement. On avait des récifs frangeants avant, des récifs côtiers avec des branchus, des tabulaires, des beaux acropores. Maintenant, on a des espèces plus opportunistes et robustes. Si les récifs frangeants sont plus résistants que les récifs barrières, l'avenir du corail est-il là ? Ou bien est-ce que cette barrière plus fragile va disparaître ? La barrière ne va pas disparaître, elle va se réadapter. Le signe d'espoir, c'est qu'on a des capacités de régénération. Le signe d'espoir, c'est que sur Terre, il se passe plein de choses pour essayer d'enrayer le phénomène. Mais le problème, c'est que quand des communautés en remplacent d'autres, c'est pas toujours dans le bon sens. Pourquoi ? Parce que par exemple, tu as moins de relief, moins de micro-habitats, moins d'espèces associées, moins de biodiversité, moins de résistance aux maladies, peut-être aussi. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Le mieux, c'est quand même de laisser en l'état naturel et de laisser la nature faire son travail. Après, c'est sûr que la nature, elle est comme nous, elle s'adapte et elle évolue. La nature nous a prouvé qu'au fil des siècles, elle pouvait évoluer et s'adapter au détriment de certaines espèces plus fragiles. C'est un peu comme si une forêt primaire se voyait remplacée par une forêt secondaire suite à un feu dévastateur. Je me place dans cette problématique, où il faut plutôt se demander pourquoi on aurait le droit de détruire ce patrimoine commun, ces récifs originels qui résultent de millions d'années d'évolution. Car aujourd'hui, le compte à rebours est lancé.